qu'alors qu'au départ, la procédure était devant le tribunal judiciaire de Meaux, à compter de 2012, comme il y a eu création en France d'un pôle spécialisé dans la poursuite des crimes contre l'humanité, eh bien, c'est ce pôle spécialisé au tribunal judiciaire de Paris, qui dépend maintenant de ce qu'on appelle le PNAT, c'est-à-dire le parquet national antiterroriste, qui a poursuivi les investigations avec des magistrats spécialisés, à la différence de ce qui était le cas antérieurement, où c'était des juges d'instruction, on va dire, de droit commun, qui avaient pu investiguer. Donc, on a maintenant beaucoup plus de moyens, sachant que les poursuites, c'est pour crimes contre l'humanité, disparition forcée et crimes de torture. On parle de 300 personnes qui ont été en plus odieusement trompées à leur retour au beach de Brazzaville parce qu'on leur avait garanti la sécurité et qui ont été massacrés. C'est un massacre. Et un massacre, ça ne s'oublie pas, ça ne se pardonne pas et ça doit se combattre en termes d'impunité. Alors, au Congo-Brazzaville lui-même, c'est applicable, hein, c'est la constitution actuelle du Congo-Brazzaville. Donc, si M. Sassou Nguesso quitte le pouvoir ou est renversé au Congo-Brazzaville, à l'intérieur du pays, ça prive de possibilité a priori de le poursuivre. Et ça, c'est un problème intérieur au Congo-Brazzaville. En revanche, la constitution du Congo-Brazzaville ne sera pas opposable à la justice française. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur Télar TV. Après le coup d'État de juin 1997 qui a ramené Denis Sassou Nguesso au pouvoir, une opération militaire de grande envergure, dite de nettoyage, sera lancée en décembre 1998 dans la partie sud de Brazzaville, notamment dans le département du Poul par le nouvel homme fort qui venait de prendre le pouvoir par les armes. Pour fuir ces exactions, ces violences, cette opération en réalité d'extermination, certaines populations du Poul vont traverser de l'autre côté du fleuve, notamment en RDC, le Congo démocratique, où ils trouveront refuge. Rassurés par Denis Sassou Nguesso qu'il pouvait rentrer en toute sécurité au Congo-Brazzaville, des centaines de jeunes Congolais qui y avaient cru seront malheureusement pillés à leur arrivée au beach. Les plus valides seront froidement exécutés, d'autres portés disparus. C'est l'affaire des disparus du beach. Après 20 ans, nous revenons sur cette affaire pour comprendre à quel niveau se trouve aujourd'hui le procès est relatif, relancé à Paris après celui de Brazzaville, qui s'était soldé, comme vous le savez, par la condamnation de l'État congolais sans les coupables. C'est ainsi que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Patrick Baudouin, avocat pénaliste de la justice pénale internationale, président de la Ligue des droits de l'homme et président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. Maître, vous êtes également le principal avocat de l'affaire des disparus du Beach depuis 2001. C'est à ce titre que je souhaiterais vous interviewer aujourd'hui et merci d'avoir accepté notre invitation. Non, merci à vous. Bonsoir. Je vous en prie. Avant de commencer cette interview, maître, permettez-moi d'inviter nos téléspectateurs à cliquer sur le pouce levé en dessous de cette vidéo, de partager au maximum cette émission pour mieux vulgariser l'information et de laisser un petit commentaire à la fin de cette émission. Moi, c'est Christian Perrin, si vous nous avez rejoint pour la première fois sur Télar TV. Cela dit, je reviens à vous, maître Baudouin. Après le petit rappel du contexte des événements qui ont précédé les crimes contre l'humanité, j'ai dit, il y a eu un procès à Brazzaville qui s'est soldé malheureusement par la condamnation de l'État congolais sans les coupables. Mais dans le même temps, on aurait parlé de l'autorité de l'affaire jugée. Comment expliquer que cette affaire soit reprise au niveau de la France? Oui, alors juste un très bref rappel hein, par rapport à ce que vous avez parfaitement indiqué de la chronologie de l'affaire.
Bon, c'est une affaire qui a été lancée sur la base d'une plainte, d'une saisine du procureur en décembre 2001. Pourquoi la justice française a-t-elle été compétente? Parce que l'une des personnes concernées, suspectées, on va dire, c'est-à-dire le général Norbert Dabira, se trouvait sur le territoire français. Il a une résidence près de Meaux. Donc c'est de ce fait, parce qu'il avait une résidence en France, que la justice française a pu être saisie. Début 2002, il y a donc eu l'ouverture d'une information, le parquet a suivi, a ouvert une information, et la Ligue des droits de l'homme, la Fédération internationale des droits de l'homme et deux rescapés miraculés de ce massacre du bus de Brazzaville se sont associés pour se constituer partie civile. Donc il y a eu une instruction ouverte d'abord devant le tribunal judiciaire de Meaux. Dans le cadre de cette information, le général Dabira a été entendu, donc l'affaire a évolué à son égard. Il y a eu aussi un épisode, je vais passer rapidement, vous l'avez évoqué, avec la présence en France de M. Ndengue, qui a pu être interpellé puisqu'il se trouvait sur le territoire français. Il a même été placé, mais très brièvement, en détention et sur pression politique extrême, il a été libéré dans les 24 heures qui ont suivi. Nous étions en avril 2004. Ensuite, du côté du Congo-Brazzaville, des autorités du Congo-Brazzaville, et en lien, je le dis vraiment étroit, avec les autorités françaises, les deux justices ont coopéré pour tenir à Brazzaville un procès parfaitement mascarade au mois d'août 2005, qui s'est traduit d'une façon vraiment, c'est un scoop hein, un scud, on dit plus exactement, dans le paysage judiciaire, c'est-à-dire un procès au terme duquel on a dit, bah oui, il y a des responsables, mais il n'y a pas de coupables. Donc l'État congolais a été reconnu Alors, pendant que vous en responsable, parlez, mais maître, sans coupable. pardonnez-moi, Je vous en maître, lorsque prie, vous en parlez, je vous en prie. comment interpréter cela juridiquement, un procès qui condamne un État sans les coupables? C'est une ovni, plus exactement. C'est un objet juridique non identifié. Alors, pourquoi ce procès? Je réponds à la question que vous avez posée initiale. Là maintenant, j'ai fait un petit retour en arrière. Je vous en prie. Mais cette question initiale, c'était mais comment peut-on continuer alors qu'il y a eu un procès qui s'est tenu et que finalement, les personnes qui sont susceptibles d'être suspectées et condamnées ont été acquittées par cette cour de Brazzaville. Eh bien, parce que justement, ce procès ne répond pas aux normes du procès équitable tel que c'est évalué par toutes les conventions internationales et par le droit international. Donc, cela a permis à la justice française par la suite de dire on ne peut pas nous opposer ce procès parce que c'est un procès qui n'a aucune valeur en quelque sorte. On ne peut pas considérer que on a des responsables qui ne sont pas reconnus coupables et qui sont même acquittés, puisqu'on a fait un procès non pas pour condamner, mais un procès pour acquitter. Donc voilà pourquoi la justice française a pu poursuivre, car après le procès de Brazzaville, évidemment, les avocats, on va dire de l'État congolais, hein, qui représentent M. Dabira ou d'autres qui ont pu, au fil du temps, être cités soit comme témoins assistés, soit comme mis en examen, les avocats ont opposé ce procès en disant non bis in idem, vous ne pouvez pas poursuivre. Et la justice française, alors il y a eu toute une série de décisions, je ne vais pas rentrer dans le détail, notamment des chambres d'instruction, en particulier de la chambre d'instruction de Paris puis de celle de Versailles, ont estimé qu'au contraire, on pouvait poursuivre. Et c'est pourquoi le procès a pu se poursuivre. Donc, de la même manière, l'État congolais avait saisi la Cour internationale de justice pour que la Cour internationale de justice dise
que la justice française n'était pas compétente parce que seule la justice congolaise l'était. Et là aussi, bon, je simplifie, mais l'État congolais s'est fait retoquer. C'est-à-dire que la Cour internationale de justice a dit que la procédure pouvait se poursuivre en France. Donc, elle s'est poursuivie, alors de façon assez chaotique, il faut le dire, parce que pour que la justice française intervienne, il faut évidemment que les personnes poursuivies se trouvent sur le territoire pour pouvoir leur notifier des mises en examen, éventuellement les placer en garde à vue, éventuellement les mettre en détention. Donc c'est pourquoi cela a pris du temps. Étant précisé, je termine sur cette présentation de procédure, qu'alors qu'au départ, la procédure était devant le tribunal judiciaire de Meaux, à compter de 2012, comme il y a eu création en France d'un pôle spécialisé dans la poursuite des crimes contre l'humanité, eh bien, c'est ce pôle spécialisé au tribunal judiciaire de Paris, qui dépend maintenant de ce qu'on appelle le PNAT, c'est-à-dire le parquet national antiterroriste, qui a poursuivi les investigations avec des magistrats spécialisés, à la différence de ce qui était le cas antérieurement, où c'était des juges d'instruction, on va dire, de droit commun, qui avaient pu investiguer. Donc, on a maintenant beaucoup plus de moyens, sachant que les poursuites, c'est pour crimes contre l'humanité, disparition forcée et crimes de torture. Donc, la procédure se poursuit depuis lors, et il y a eu notamment Monsieur Dabira, qui a été entendu, placé, mis en examen, mais qui malheureusement est quand même retourné au Congo, où il a été, je crois d'ailleurs, poursuivi pour d'autres raisons devant la justice congolaise. Et puis, il y a 3 autres mises en examen. Et ce que nous essayons d'obtenir, c'est qu'à l'occasion du passage à Paris d'autres responsables, il y a toute une liste de responsables, je pense en particulier, il y en a un que nous aurions bien aimé voir déféré, mais qui a toujours réussi à partir rapidement quand il était sur le territoire français, qui est M. Pierre Aubat, qui était ministre de l'Intérieur. On n'a pas pu justement, pour l'instant, obtenir des mises en examen de certains d'entre eux. Et certains, au fil des années, malheureusement, décèdent. Donc, c'est pourquoi on essaie de presser les juges d'instruction pour avancer, mais leur tâche n'est pas facilitée par l'absence des personnes mises en examen ou susceptibles de l'être. Oui, mais maître, évidemment, vous avez dit, il y a même des prévenus qui passent entre les mailles du filet. Une affaire qui dure plus de 20 ans aujourd'hui, est-ce que on peut encore avoir un espoir, notamment pour les Congolais, de voir qu'un jour justice sera faite dans cette affaire que certains soupçonneraient évidemment, à tort ou à raison, de subir des pressions politiques? Parce qu'en dehors de celui qui passe, comme vous l'avez cité, entre les mailles du filet, on a connu un épisode où un général, notamment Jean-François Ndengue, qui avait été interpellé et qui avait été libéré nuitamment parce qu'il y aurait eu une pression politique quelque Oui, part. alors je confirme que ça ne pouvait être que sur pression politique, hein. Il avait été placé en détention sur mandat de dépôt le soir vers 11 heures à la prison de la Santé. Et dans la nuit même, à 2 heures du matin, la présidente de la Chambre de l'instruction a été tirée de son lit, littéralement, pour venir siéger au palais de justice à la demande du parquet, lequel parquet dépend des autorités politiques, hein, du ministère de la Justice, pour prendre une décision de mise en liberté immédiate. Donc là, comme on dit, pour schématiser, il n'y a pas photo. C'était une intervention politique. Aujourd'hui, il y a 2 motifs de difficulté, entre autres, il y en a d'autres. Le premier, c'est ce que j'expliquais, c'est que les juges d'instruction, je pense qu'aujourd'hui, au pôle crime contre l'humanité, sont assez déterminés à poursuivre la procédure et à avancer s'ils le peuvent. Et la difficulté pour eux, c'est d'avoir la présence, je l'ai déjà indiqué, la présence sur le territoire français de quelques-uns des responsables de ce massacre qui peuvent être inculpés pour crimes contre l'humanité ou pour crimes de torture ou crimes de disparition forcée, et donc poursuivis et placés en main de justice, si on peut dire, ici sur le territoire français. Et à plusieurs reprises avec mes amis congolais, et y compris avec les victimes que je défends, ou les familles de victimes, puis avec d'autres avocats, puisque par la suite, il y a eu d'autres constitutions de partie civile pour des victimes ou familles de victimes,
nous essayons de voir s'il n'y a pas le passage sur le territoire français de telle ou telle de ces personnes et de le signaler tout de suite au juge d'instruction. Mais c'est une vraie difficulté. Elle n'est pas insoluble parce que on sait quand même que malgré tout, ces personnes qui aiment bien la France, qui aiment bien Paris, y compris les grands hôtels parisiens, viennent de temps en temps ici. La deuxième difficulté, vous l'avez rappelé, elle n'est pas niable, elle est évidente, elle est constante. C'est une difficulté politique. Et même si aujourd'hui, M. Sassou Nguesso n'est plus, je dirais, dans la même odeur de sainteté qu'il l'était il y a 20 ans vis-à-vis des autorités politiques françaises, il est encore un personnage quasi incontournable de ce qui reste de la France-Afrique. Et on a quand même vu que M. Macron, peut-être en se pinçant le nez, c'est sûr, mais a quand même jugé utile de faire une escale, certes rapide, mais une escale à Brazzaville lors de son dernier séjour en Afrique et de rencontrer M. Sassou Nguesso. Donc c'est vrai que il peut y avoir de la part du parquet en particulier de nouvelles interférences sur ordre politique. C'est moins vrai quand même aujourd'hui parce qu'on a ce pôle qui est assez indépendant, un parquet même au pôle qui est pas totalement, qui a pas totalement les mains libres, mais beaucoup plus que par le passé et moins de poids politique en France de la part de M. Sassou Nguesso. Donc, pour répondre à votre question, moi, je suis un avocat au long cours, je suis dans des procès, je suis dans l'affaire, j'ai eu l'occasion de le rappeler récemment, par exemple, de l'affaire de l'assassinat des moines de Tibérine, hein, qui est une très vieille affaire. Bon, je suis sans être avocat de très près une très vieille affaire, la plus ancienne, qui est celle de l'enlèvement et de l'assassinat de Ben Barka. Ce sont des affaires qui sont toujours pendantes. Et c'est extrêmement important parce que de toute façon, au moins d'une manière symbolique, ça gêne beaucoup les responsables de ces massacres. Ils veulent que ces affaires-là soient enterrées. Et tout le combat, c'est d'éviter que ça soit enterré. Et si possible, il y ait quand même un jour un procès. Ça sera difficile, c'est loin d'être évidemment certain, mais ce n'est pas impossible. Et il faut continuer à se battre en ce sens. Vous avez dit il y a une liste des prévenus et que là, vous lancez d'ailleurs un appel de sorte que si jamais on pouvait les percevoir dans Paris ou en France, ils soient signalés. Et nous savons également que la plupart d'entre eux aujourd'hui se déplacent avec plusieurs passeports, avec des identités différentes. Est-ce qu'il y a un mécanisme pour les identifier malgré cette ruse? Ou bien c'est comme vous le dites là, il faut peut-être que les Congolais vivant en France, bien entendu, collaborent, c'est-à-dire dès qu'ils les ont aperçus quelque part, très vite, qu'ils signalent leur présence sur le sol français. Là aussi, vous avez parfaitement raison de souligner cette difficulté objective. C'est que, évidemment, ils se méfient, ces gens hein, qui viennent sur le territoire français, et ils utilisent des faux passeports. Alors, la police française, elle est quand même suffisamment compétente et armée pour déceler ce genre de subterfuge. Mais ça peut prendre un tout petit peu de temps. Autrement dit, c'est plus rapide, évidemment, de coincer quelqu'un qui vient avec son passeport et l'identité qui est la sienne, plutôt que quelqu'un qui fait usage d'une fausse identité. Mais d'où l'utilité, je l'ai demandé à plusieurs reprises, qu'on nous signale, nous avocats et moi en particulier, puisque j'ai le lien constant avec le pôle, qu'on nous signale quand même quand cette personne vient, parce qu'à Brazzaville, il y a quand même des gens qui savent quels sont les départs, quelles sont les allées et venues, et ici aussi, et d'ailleurs à deux ou trois reprises, on m'a dit voilà, il y a un tel qui est là, il est sous un faux passeport, mais il est là. Si je le signale tout de suite au juge d'instruction, on peut déceler si vous voulez. Bon, mais c'est quand même une petite difficulté supplémentaire. De même, vous l'avez rappelé tout à l'heure, que ces personnes viennent en disant mais on est de toute façon on vient à titre diplomatique, on doit bénéficier d'une immunité parce qu'on a telle ou telle qualité. Alors, ça aussi, c'est une difficulté. Mais on a une jurisprudence en France qui a existé, par exemple, à travers l'affaire d'un consul tunisien qui nous avait opposé cela il y a bien longtemps et qui considère que c'est une immunité qui est une immunité qui ne peut pas être maintenue
dès lors que l'on est sur le registre d'une accusation et d'une inculpation possible pour des crimes qui ne peuvent plus donner lieu à immunité, c'est-à-dire des crimes de masse, des crimes contre l'humanité, en s'inspirant du statut de la Cour pénale internationale, puisque dans le statut de cette Cour pénale internationale, il n'y a plus possibilité pour des gouvernants, et y compris pour des chefs d'État, d'opposer une quelconque immunité. C'est ce qui permet d'ailleurs de décerner un mandat d'arrêt actuellement au président Poutine, parce qu'il ne peut pas opposer une immunité de chef d'État, en particulier entre autres. Et cela serait aussi valable pour finalement Denis Sassou Nguesso, puisque tout à l'heure vous nous disiez que c'est quand même un des piliers de la France-Afrique et cela poserait problème. Et là, vous citez un exemple tout à fait récent, le président Poutine qui est aujourd'hui poursuivi par la CPI. Sous quelles conditions, par exemple, cela pouvait s'appliquer à Denis Sassou Nguesso? Parce qu'au Congo, si on parle des crimes contre l'humanité. Alors, je ne cache pas, si vous voulez, puisque là on est sur le terrain français, je fais le parallèle avec la Cour pénale internationale. Avec la Cour pénale internationale, ça nous permet d'avoir un argument vis-à-vis, je dirais, de personnes dont on peut contester le droit à immunité, en quelque sorte, c'est-à-dire des ministres. C'est-à-dire des ministres. Pour un chef d'État en exercice, pour un chef d'État en exercice, au regard du droit français actuel tel qu'il est appliqué, malheureusement, on nous opposerait l'immunité du chef d'État, en l'espèce M. Sassou Nguesso. Donc il est vrai, il ne s'agit pas de raconter des histoires juridiques, de commettre des erreurs juridiques, que ce n'est pas possible aujourd'hui, au regard du droit français tel qu'il existe, de lever l'immunité d'un chef d'État étranger. C'est clair. Donc on ne peut pas. On l'avait visé dans la plainte, M. Sassou Nguesso. Pourquoi l'avait-on visé? On savait très bien déjà en 2001, et c'est toujours vrai malheureusement aujourd'hui, qu'il bénéficie d'une immunité. Parce qu'on a un espoir, c'est qu'il cesse d'être chef d'État. On a vu dans d'autres États, pas si lointains, en Afrique et ailleurs, des chefs d'État qui étaient installés de longue date, hein, et qui ont fini, je pense au Soudan par exemple, hein, ou d'autres contrées, qui finissent par être renversés. Donc ce jour-là, la personne qui était chef d'État perd évidemment son immunité. Mais ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourrait sérieusement envisager des poursuites effectives en France contre lui. Oui, mais apparemment, dans le cas de Denis Sassou Nguesso, il a probablement tout anticipé parce que dans la nouvelle constitution congolaise du 6 novembre 2015, qu'il venait d'ailleurs d'imposer aux Congolais, il y a un article 96, je vais me permettre de le lire. Voici ce qu'il dit. Aucune poursuite pour des faits qualifiés crime ou délit ou pour manquement grave à des devoirs commis à l'occasion de l'exercice de sa fonction ne peut plus être exercée contre le président de la République après la cessation de ses fonctions. La violation des dispositions ci-dessus constitue le crime de forfaiture ou de haute trahison, conformément à la loi. Voilà un article qu'il a inséré dans la Constitution du Congo-Brazzaville, de sorte que même s'il n'est plus président, il ne peut plus être poursuivi, malgré Alors, les crimes. Et c'est bien écrit, hein, crime. oui, Crime oui, non, non, ou, mais voilà. il est pas le seul à avoir fait ça, et je vais vous citer un précédent. C'est une constitution sur mesure, évidemment, c'est ce qu'on appelle l'auto-immunité, hein. Je m'accorde l'immunité. Alors, au Congo-Brazzaville lui-même, c'est applicable, hein, c'est la constitution actuelle du Congo-Brazzaville. Donc, si M. Sassou Nguesso quitte le pouvoir ou est renversé au Congo-Brazzaville, à l'intérieur du pays, ça prive de possibilité a priori de le poursuivre. Et ça, c'est un problème intérieur au Congo-Brazzaville. En revanche, la constitution du Congo-Brazzaville ne sera pas opposable à la justice française. Elle ne sera pas opposable à la justice française. Et là, on a par exemple un précédent, il y en a d'autres. Mais je vais vous en citer un qui concerne la Mauritanie. En Mauritanie, il y a un certain nombre d'années, a été poursuivi en France un officier mauritanien qui était venu sur le territoire français, qui a été poursuivi et condamné, in fine, pour crime de torture. Et cet officier, représenté par des avocats, avait soulevé le fait qu'en Mauritanie, il y avait une loi qui avait été prise, un peu de même nature là, que la réforme de la Constitution, qui était une loi d'amnistie.
pour tous les crimes qui avaient pu être commis, de torture, d'enlèvement et autres en Mauritanie. Et donc les avocats avaient opposé cette loi d'amnistie en disant vous ne pouvez pas poursuivre. Et là aussi, il y a une décision de la justice française disant non, parce que cette loi d'amnistie, c'est un petit peu comme ce que j'évoquais tout à l'heure pour le Congo avec le procès de Brazzaville de 2005. Cette loi d'amnistie, elle ne répond pas aux critères admissibles en matière de justice, de respect du droit international. C'est une loi d'auto-amnistie. C'est pas une loi pour, comme ça peut se faire de façon légitime, pacifier un pays ou opérer une réconciliation que le pays est libre de choisir. Non, c'est une loi d'auto-amnistie pour les coupables qui s'auto-amnistient de cette manière. Donc, c'est une volonté d'impunité, de faire prévaloir une impunité qui ne peut pas exister en matière de crimes de masse. Voilà, donc en France, il ne pourrait pas, M. Sassou Nguesso, s'il venait à quitter le pouvoir, nous opposer cette constitution fabriquée sur mesure à son profit. Alors, ça sera la dernière question, maître. Quelle est donc la probabilité du succès de ce procès? Est-ce que les familles des victimes peuvent continuer à espérer qu'un jour justice sera faite? Ma réponse, c'est la même que celle que je livre aux familles des moines de Tibérine, pour laquelle je me bats et que je rencontre de temps en temps. C'est de dire ce n'est pas impossible et par conséquent, il faut conserver l'espoir, conserver l'esprit combatif et espérer qu'il y aura, en Algérie par exemple, c'est vrai également, qu'il y aura un changement de régime qui nous permettra d'avancer pour que justice soit faite à un moment ou à un autre. Et ça reste ma conviction. Si jamais nous n'aboutissons pas sur le plan judiciaire en France, je pense qu'il y aura peut-être aussi d'autres voies de justice. On a vu dans un certain nombre de pays des commissions vérité et justice, vérité et réconciliation, voire des procès qui se tiennent finalement dans le pays lui-même. Ce sont des espoirs lointains. Aujourd'hui, on a le sentiment que c'est bloqué, mais il faut surtout pas céder au découragement. Et je suis convaincu que M. Sassou Nguesso, bon, il peut se dire, bon, continuez, j'en ai rien à faire, ça fait 22 ans que ça dure, bon, moi je suis au-dessus de tout ça. Mais je pense qu'il y a un petit côté à l'intérieur de lui-même qui n'est pas si sûr que ça de lui-même. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à chaque fois où il y a une avancée dans le dossier, le pouvoir congolais, M. Sassou Nguesso, c'est lui qui tient toutes les rênes, se manifeste pour essayer d'entraver. Donc s'il essaye d'entraver, c'est que ça gêne. Et si ça gêne, c'est tant mieux. Et ce que je voudrais dire peut-être en guise de conclusion de notre entretien, c'est que nous sommes quand même, parce que quand on fait du droit, on en oublie parfois la substance et la chair de la souffrance. Et ça, il faut jamais l'oublier. Si ce combat il est mené, c'est pas pour le plaisir du droit seulement. C'est parce qu'il y a eu des victimes, il y a des familles de victimes, des gens qui souffrent, qui ont souffert, et dans le cadre de crimes de masse. Et là, on parle, je le dis souvent, on parle pas du vol d'un véhicule. On parle de 300 personnes qui ont été en plus odieusement trompées à leur retour au beach de Brazzaville parce qu'on leur avait garanti la sécurité et qui ont été massacrées. C'est un massacre. Et un massacre, ça ne s'oublie pas, ça ne se pardonne pas et ça doit se combattre en termes d'impunité. Merci. Et donc, c'est la fin de cette émission. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vais simplement vous rappeler de cliquer sur le pouce levé en bas de cette vidéo si vous avez oublié de le faire, de partager cette émission pour vulgariser l'information et de laisser un petit commentaire, ça fait du bien. Merci donc de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. Merci.